Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, d'avoir été mobiles, alors que l'époque et le contexte nous rend plutôt sédentaires. Donc on vous remercie, le ON étant le Conseil à l'architecture, en urbanisme, le CAUE d'Indre-et-Loire, qui, dans le cadre de la semaine de l'architecture et du paysage, a le plaisir de recevoir Nicolas Oppensheim. C'est la seconde conférence que le CAUE organise dans le cadre de cette semaine de l'architecture, et le thème de cette année, c'est précisément le pavillon, le périurbain et la mobilité. Et ce soir, Nicolas, qui est sociologue, qui enseigne à l'université de Tours, qui est chercheur au laboratoire CITER, succède à son camarade et collègue géographe que nous avions accueilli il y a une quinzaine de jours au CCCOD pour parler de l'être métropolitain. Et ce soir, Nicolas vient précisément parler d'un ouvrage, vient parler de la question des mobilités à partir d'un ouvrage, la sociologie des mobilités géographiques, qui a été coécrit avec des collègues d'autres disciplines. Et c'est vrai que dans nos disciplines, la sociologie, l'urbanisme, l'architecture, on est amené à toujours travailler dans des logiques pluridisciplinaires. Nicolas a fait ce livre qui est un état du savoir. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'objet de ce livre, parce que finalement, l'introduction, elle est tellement bien écrite que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas inventé ni à paraphraser ce qui est superbement bien écrit. L'objet de ce livre n'est ni la mobilité sociale, ni la mobilité professionnelle, objet traditionnel de la sociologie qui font déjà l'objet d'ouvrages de synthèse, mais bien, il s'agit bien de la mobilité spatiale, c'est-à-dire dans l'espace géographique. L'ambition de cet ouvrage est précisément de proposer une définition de la sociologie de la mobilité géographique, ainsi qu'une synthèse des travaux menés autour de cet objet. Autrement dit, ce soir, Nicolas parlera aussi de l'état de la connaissance sur la problématique de la mobilité. Alors, je vais lui céder la parole, simplement pour dire que nous, cette soirée, comme la soirée avec son collègue Laurent Cailly, spécialiste du périurbain, est emblématique de ce qu'on souhaite au CAUE, c'est-à-dire établir des ponts entre ce qu'est notre mission de service public, c'est-à-dire accompagner les élus dans des projets d'urbanisme, d'architecture et d'espace public, et puis le grand public, et établir des ponts avec des professionnels de la sociologie, de la géographie, enfin de tous les champs disciplinaires qui sont concernés par le sujet, et réinterroger des choses qui semblent aller de soi. Autrement dit, avoir une connaissance en permanence qui vit au profit de notre meilleure compréhension des enjeux. Là, ce soir, il s'agira des enjeux sociaux et spatiaux, mais avec cette idée que c'est bien d'agir, mais c'est aussi bien de mêler action et réflexion. Et qu'en matière d'action publique, rien ne nuit à poser des questions. Alors, je profite de l'occasion pour remercier la laverie aussi de nous accueillir une nouvelle fois, parce qu'on est un peu des habitués de la laverie, qui est un lieu qu'on aime beaucoup et un lieu dans lequel on a fait plusieurs manifestations. En tout cas, Nicolas va intervenir sur la base de cet ouvrage et des questions qu'il pose. Je vous propose, à la suite de son intervention, qu'il puisse se nourrir un dialogue, si vous le souhaitez, et qui vous amènera à faire des observations, poser des questions et des remarques. Voilà. Merci beaucoup Eric, puis merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui malgré le contexte. Donc comme l'a dit Eric, donc, je suis sociologue et sur la mobilité, je travaille sur des populations qui ont pu être un peu en dessous des radars ou sur lesquelles on peut avoir un certain nombre de stéréotypes aussi sur leurs pratiques. Donc je me suis notamment intéressé à la question des mobilités des jeunes de quartier prioritaires de la politique de la ville, pour remettre en cause un peu, pour m'intéresser à l'image traditionnelle de jeunes qui ne bougent pas ou qui bougent mal. Je me suis aussi intéressé à la question des enfants et des adolescents sans logement, notamment pour le défenseur des droits, donc je vous en parlerai aussi parce que ça questionne aussi ce qu'on sous-entend par la mobilité et est-ce que la mobilité toujours bouger, est-ce que c'est une valeur positive ou non. Et enfin, donc avec mon collègue Laurent Cailly, qu'a évoqué Eric, on travaille aussi sur les questions de changement de comportement de mobilité dans le périurbain et le rural, avec encore une fois l'idée de sortir un peu des caricatures d'habitants accros à leur voiture, qui seraient rétifs au changement, etc.
Donc ces objets de recherche, ils vont aussi, ça va aussi jouer sur ce que je vais vous présenter ce soir, sur les mobilités géographiques, même si, comme l'a dit Eric, l'enjeu premier, c'est un peu de faire un état de l'art de ce qu'on peut dire des mobilités géographiques à partir du manuel qu'on a écrit avec des collègues. Donc je procéderai en 3 temps que je vous ai mis sur le PowerPoint. Donc dans un premier temps, un peu clarifier ce qu'on entend par la mobilité géographique, qui, comme l'a dit Eric, se différencie des mobilités professionnelles, mobilité sociale, mais même en soi, mobilité géographique, on va voir que c'est un peu un mot valise qui englobe un certain nombre de phénomènes qui peuvent être différents et surtout auxquels sont souvent attachés des présupposés. Donc on reviendra notamment sur 2 présupposés qui seraient un, qu'on assisterait à une augmentation, une explosion des mobilités géographiques. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et deuxième présupposé, c'est que ça serait forcément bien de se déplacer. Donc souvent, voilà, il y a cet a priori positif sur la mobilité qui, pour certains sociologues, peut même se transformer en une certaine injonction. Donc dans la vie professionnelle, il faut être mobile pour réussir. Nous, jusqu'à il y a quelques temps, à l'université, on tannait nos étudiants en leur disant qu'il faut être mobile, il faut partir à l'étranger, il ne faut pas hésiter à faire des stages dans d'autres régions que le centre Val-de-Loire, etc. Donc, vous voyez, il y avait ce côté un peu positif de la mobilité. Et donc, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça aussi. Donc, ça sera le premier temps sur cette clarification de la mobilité géographique et des présupposés qui y sont attachés. Et on verra dans un deuxième temps que les visions différentes qu'il peut y avoir de la mobilité, chez certains comme un élément de distinction sociale, je pars à l'étranger, je suis très très mobile, etc. Ou pour d'autres, à l'inverse, se déplacer est une épreuve, une contrainte très forte. J'habite dans le périurbain, je dois me taper 1 heure de voiture tous les soirs pour rentrer chez moi, etc. Enfin, on voit qu'il y a des imaginaires de la mobilité aussi qui sont très différents sont les personnes, et on verra que c'est fortement lié au fait que les mobilités, c'est une pratique qui est très fortement structurée par une inégalité sociale, territoriale, mais aussi de genre. C'est-à-dire que pour une femme et pour un homme, ça n'a aussi pas le même sens de se déplacer. Et dans un troisième temps, du coup, on s'intéressera à que faire aux politiques qui sont mises en place et pour faire face aussi à ces inégalités vis-à-vis de la mobilité. Et on verra, et que c'est un peu l'apport de la sociologie, mais aussi de la géographie, que voilà, mettre une offre de transport à disposition des gens, ça ne suffit pas pour changer leur pratique de mobilité. Donc ça, les élus, ils en font l'expérience régulièrement, c'est-à-dire qu'on met une ligne de bus, on obtient une desserte TER, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont forcément prendre cette offre de transport. Et on verra que c'est lié, donc, dans ce troisième point, au fait que en fait, la mobilité, c'est plus qu'un déplacement. On verra que la mobilité, elle est enchâssée dans la trajectoire sociale, résidentielle, professionnelle et conjugale des individus. Et que c'est cette complexité qui permet aussi de comprendre et d'éclairer aussi les politiques publiques qui visent aussi à changer les comportements de mobilité. Et du coup, en conclusion, on réfléchira collectivement, je l'espère, à la question des voilà, quelle mobilité dans un monde post-Covid, où on peut penser que les représentations symboliques associées à la mobilité vont aussi évoluer. Là, on le voit, enfin, confinement, déconfinement, est-ce que même quand le contexte sanitaire sera derrière nous, est-ce que les gens vont reprendre l'avion comme avant? Enfin, voilà, on peut penser que voilà, il y a différentes choses aussi qui vont se jouer dans les années qui viennent. Donc, tout d'abord, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, le terme de mobilité, il a un peu envahi notre société. C'est-à-dire qu'on entend partout parler de mobilité, dans les médias, dans l'entreprise, dans la vie étudiante. On parle même de technologie mobile. Et ça, cette irruption du vocabulaire de la mobilité, on le voit aussi très fortement dans les politiques publiques. Donc vous en avez peut-être entendu parler, mais l'année dernière, en 2019, il y a eu la mise en place d'une loi qu'on appelle la loi d'orientation pour les mobilités, la loi LOM, qui vient prendre la place de l'ancienne grande loi structurante de 1982, qui s'appelait la LOTI, la loi d'orientation pour les transports. Donc on voit qu'on passe même dans l'intitulé de la loi d'une logique de transport, de flux, à une logique de mobilité. Et cette évolution sémantique, elle n'est pas neutre,
Parce qu'on verra que voilà, si derrière, il y a aussi d'individualisation, que la mobilité, c'est pas juste mettre des axes lourds de transport, etc. Mais c'est aussi lié au développement de ce vocabulaire de la mobilité. Or, il faut vraiment prendre ce terme de mobilité avec des pincettes, parce que comme je vous le disais, c'est un mot valise qui regroupe différents phénomènes. Donc il y a un certain nombre de sociologues et de géographes qui ont essayé de mettre un peu d'ordre aussi dans les différentes formes de mobilité géographique, et qui différencient notamment 4 grandes formes de mobilité géographique, qui sont les mobilités du quotidien, c'est-à-dire en gros les déplacements qu'on fait chaque jour, la mobilité résidentielle qui sont les déménagements, le voyage et les migrations. Et en fait, pour séparer ces 4 grandes formes de mobilité, il les distingue en fonction de la temporalité. Donc en gros, un déplacement quotidien, un voyage, même s'il dure 2 semaines, enfin, on est quand même dans une temporalité courte, avec un retour à la fin du déplacement au lieu de départ du déplacement. Alors qu'il y a des temporalités longues qui sont le déménagement et la migration, mais qui sont à des échelles géographiques différentes. Donc il faut déjà clarifier, donc quand on parle de mobilité, est-ce qu'on parle des mobilités du quotidien, est-ce qu'on parle des mobilités touristiques, enfin, mobilité géographique, ça englobe un certain nombre de déplacements dans l'espace. Mais la complexité, c'est que ces déplacements, ils sont liés entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une articulation très forte entre les mobilités résidentielles, les déménagements, et les mobilités quotidiennes. Par exemple, quand vous aménagez dans le périurbain, vous aménagez souvent parce que c'est trop cher dans les centres de l'agglomération, qu'on peut accéder à des logements importants, un cadre de vie qui est peut-être différent de celui des centres des agglomérations, mais dans le choix d'installation est pris en compte aussi les possibilités de mobilité quotidienne. C'est-à-dire que quand vous allez déménager, vous allez réfléchir aussi à votre accès au travail. Donc ces différentes formes de mobilité, elles sont liées entre elles. Donc autre exemple donc j'y reviendrai dans quelques instants, ce qu'on appelle l'effet barbecue. Sur les habitants du périurbain, il y a l'idée qu'ils se déplacent plus au quotidien que les autres habitants, parce qu'ils habitent plus loin, donc ils utilisent plus la voiture souvent pour se rendre à leur travail. Par contre, ils se déplaceraient beaucoup moins le week-end et pendant les vacances que les habitants des centres des métropoles. Et donc on voit qu'il y a cette articulation aussi particulière entre les mobilités du quotidien et les mobilités plus exceptionnelles, de plus longue distance, tourisme, que ce soit à l'intérieur du bassin de vie ou à l'étranger. Et donc quand on réfléchit sur les mobilités, il faut bien différencier les différentes formes de mobilité, mais réfléchir à l'articulation de ces différentes formes. Et il y a encore un autre type de mobilité qui complexifie la donne, c'est les mobilités virtuelles. Est-ce qu'on est vraiment, quand on parle des mobilités virtuelles, donc sur les réseaux sociaux, la circulation des informations, dans cet espace virtuel, on n'est pas dans un déplacement physique en tant que tel, parce que quand j'interagis à distance via les réseaux sociaux, avec des habitants qui ne sont pas forcément à proximité de chez moi, moi je ne me déplace pas. Par contre, l'information, elle se déplace, et on peut se poser la question, est-ce qu'on a une substitution ou au contraire une complémentarité entre ces différentes formes de mobilité, entre la mobilité physique du quotidien et ces mobilités virtuelles. Jusqu'à présent, les économistes, les sociologues, les géographes qui travaillaient sur la question, on était plutôt dans... il n'y a pas de substitution, il y a plutôt une complémentarité. En gros, c'est les gens qui sont les plus actifs sur les réseaux, qui aussi ont tendance à bouger aussi physiquement le plus, parce que pour entretenir un réseau social, même virtuel, il faut aussi des déplacements qui soudent la confiance entre les gens se rencontrent, etc. C'était aussi ce que montraient les travaux sur le télétravail, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ça ne prenait pas tellement le télétravail, parce qu'il y avait besoin aussi de ce contact physique aussi entre les individus qui permettait après de nourrir des proximités plus à distance via les mobilités virtuelles. Là, on y reviendra en conclusion. Sur le télétravail, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais on voit quand même que la crise actuelle, elle a quand même un peu modifié aussi l'appétence des Français pour le télétravail et le rôle que le télétravail occupe dans nos vies. Et on peut penser que ça va avoir des conséquences non négligeables, à la fois sur les mobilités quotidiennes des individus. Par exemple, j'habite dans le périurbain, mais si je peux télétravailler 3 jours par semaine, peut-être que je vais abandonner ma voiture pour prendre plutôt le train, etc. Si c'est juste 2 jours par semaine,
Et on peut penser aussi que ça peut jouer sur les mobilités résidentielles. Là, c'est la vraie question justement sur laquelle on va essayer de réfléchir prochainement avec Laurent Cailly, mais est-ce que le développement du télétravail, il va vraiment nourrir des déménagements en dehors du cœur des métropoles pour aller vers des villes moyennes, vers du périurbain, vers du rural, justement en raison de cette possibilité qu'auraient les gens d'avoir un meilleur cadre de vie, tout en télétravaillant, ce qui leur permet de ne pas, en gros, avoir des mobilités quotidiennes qui seraient trop éprouvantes. Donc vous voyez, il y a cette complexité entre ces différentes formes de mobilité qui s'articulent entre elles. Il y a une dernière difficulté, c'est que quand on parle de mobilité, on ne sait pas forcément si on parle de déplacements dans l'espace ou virtuels qui sont réellement effectués, ou si on parle plutôt d'une aptitude à être mobile. Donc si on prend la définition dans le dictionnaire Larousse de la mobilité, la définition qui est donnée, c'est la capacité d'un être à se mouvoir, à être mu ou à changer de position. Donc, vous voyez que dans la définition, donc dans la langue française, la mobilité, ce n'est pas forcément là se déplacer, c'est la possibilité du mouvement. Et on le voit pour les mobilités matérielles, quand on parle de mobilité des capitaux, les capitaux ils sont mobiles mais ils ne se déplacent pas forcément, mais ils ont la possibilité d'être mobiles. Et donc vous voyez qu'il y a cette complexité, donc logiquement, la mobilité, on va dire comme aptitude, elle précède la mobilité comme j'ai fait un déplacement, comme déplacement réellement effectué. Néanmoins, ce sur quoi attire l'attention des sociologues, c'est que dans nos sociétés, ce qui est discriminant, ce n'est pas tant les déplacements qu'on effectue, mais la possibilité qu'on a de se déplacer. Donc c'est un exemple que je prends souvent, donc c'est mon cas personnel. Donc j'ai des enfants, moi je suis assez content qu'ils ne soient pas trop mobiles parce que c'est plutôt un indicateur positif du voisinage, ils peuvent faire des activités à distance, etc. On se déplace à pied, en vélo. Néanmoins j'ai une voiture. Et s'il y a besoin de se déplacer, il y a ma voiture qui est là, elle n'est pas forcément utilisée. Si on regarde mon utilisation de la voiture au quotidien, elle n'est pas très importante, mais elle est là. Et je peux mobiliser cette ressource si jamais j'ai besoin d'aller faire des courses, de les amener à droite à gauche, etc. Au contraire, il y a pas mal de sociologues et de géographes qui s'intéressent aux mobilités, par exemple, des travailleurs précaires, qui n'ont pas forcément accès à la voiture, ont accès à une vieille voiture, etc. Si on s'intéresse juste à leur nombre de déplacements au kilomètre parcourus tous les jours, ils vont être extrêmement mobiles. Néanmoins, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mobilité qui est importante, alors qu'ils n'ont pas forcément la capacité à être mobiles derrière. Donc ça, c'est la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette question de, voilà, est-ce que la mobilité, c'est un déplacement qu'on effectue réellement, ou est-ce que c'est plutôt une capacité aussi à se déplacer? Et donc, comme je vous disais, ce qui est très discriminant, c'est plus ce qui discrimine les individus, les groupes sociaux, c'est plus la capacité qu'ils ont de se déplacer que les déplacements qu'ils ont réellement effectués. Donc ça, c'était le premier point de clarification. Le deuxième point, c'est l'idée qu'il faut se méfier aussi des représentations qui sont associées à la mobilité. Et qu'il y a aussi une certaine ambivalence des représentations qui y sont associées. Donc, premier présupposé, c'est l'idée qu'on se déplacerait de plus en plus. En gros, on serait dans une société de plus en plus mobile. Il y a même des sociologues qui parlent de société liquide au sens où il y aurait une mobilité dans tous les secteurs de la vie sociale. Et on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc cette idée de société mobile, elle a été très fortement popularisée donc, par un sociologue britannique qui est décédé l'année dernière, John Urry. Donc c'est un peu le pape de la sociologie des mobilités. Il avait un centre de recherche très important en Angleterre. Donc lui, son idée qui s'est diffusée dans le monde, c'est que nos sociétés, elles vivraient ce qu'il appelle un tournant de la mobilité. Mobility turn en anglais. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière son idée? C'est l'idée que, pour lui, depuis en gros les années 50-60, dans les sociétés occidentales, on aurait une compression de l'espace-temps qui serait d'une ampleur inédite dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que notre espace-temps, donc ces différents espaces qu'on peut relier par la mobilité, ils auraient tendance à se restreindre très fortement. Donc pour lui, ce tournant de la mobilité, cette restriction un peu de l'espace-temps, ça serait lié à trois phénomènes. D'une part, ça serait lié à l'évolution des systèmes techniques, notamment des systèmes de transport, mais aussi de communication,
qui permettent de transporter de plus en plus de monde à moindre coût, de plus en plus vite, et en gros qui fait que les gens peuvent interagir beaucoup plus rapidement avec d'autres personnes avec qui ils sont à distance géographiquement, soit en se déplaçant par exemple en avion, en voiture, etc., en les voyant physiquement, soit via aussi les mobilités virtuelles. Donc ça pour lui, première explication, c'est les infrastructures de transport qui s'améliorent, on se déplace plus vite, plus loin, plus rapidement. Les possibilités de mobilité virtuelle qui renforcent ce mouvement. Et son troisième, pour lui, le troisième fondement de ce tournant de la mobilité, c'est aussi les évolutions du capitalisme contemporain et la globalisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus une interdépendance des économies, une interdépendance des marchés, et on a des flux économiques et financiers très importants entre les différentes parties du monde. Et pour lui, sous la conjugaison de ces trois phénomènes, il dit, ben voilà, la vitesse, ça envahit nos sociétés, et ça a des conséquences très fortes pour le quotidien des individus. Donc il explique que ça a des conséquences en termes d'individualisation, c'est-à-dire que par la mobilité, je peux diversifier par exemple mes cercles d'amis, les sphères d'activité que je fréquente, et ça permet aussi aux individus de s'individualiser par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un habitant du périurbain, par rapport à son voisin, peut-être qu'il a des activités de loisirs à Tours, peut-être qu'il part en vacances dans telle destination, etc. Et ça va le différencier très fortement de son voisin, qui lui va avoir d'autres types de mobilité. Et donc pour Horry, il dit voilà, ça contribue aussi à l'éclatement des groupes sociaux, par exemple du groupe ouvrier, etc. Donc pour lui, c'est une conséquence en termes d'individualisation, mais aussi en termes de rythme d'activité quotidien. Donc, il s'appuie notamment sur les travaux du sociologue Hartmut Rosa, qui montrent qu'il y aurait une accélération aussi du temps. C'est-à-dire que le fait que la mobilité, elle ait envahi nos sociétés, ça ferait qu'on verrait de plus en plus d'événements dans une même journée, et qu'il y aurait aussi... Donc ça serait le côté positif, mais le côté négatif, ça serait qu'on aurait l'impression d'avoir trop de choses à faire, de jamais réussir à tout faire dans une journée, et d'être face aussi à une accélération du temps. Et pour Horry, ça va aussi avec des évolutions sociétales. Donc, par exemple, l'évolution aussi des formes familiales. Donc, il prend souvent cet exemple qu'avec le développement des familles recomposées, le développement de la birésidence, etc., il y a tout un tas d'évolutions des formes familiales qui reposent aussi sur les possibilités de mobilité. Et qu'il y a une sorte d'adéquation aussi entre ce développement de mobilité dans nos sociétés et l'évolution dans la sphère du travail, dans la sphère familiale, etc. Et donc la question, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on assiste vraiment à une explosion des mobilités dans notre quotidien? Donc je vais surtout réfléchir pour la mobilité quotidienne. Donc ça, c'est vrai que depuis les années 60, donc là vous le voyez avec le graphique, en gros la première courbe c'est les modes de transport motorisés individuels, donc en gros c'est l'automobile. La deuxième c'est les transports en commun et les autres c'est la marche, le vélo, etc. Donc on voit qu'à partir des années 60, en gros, donc ça c'est pour le monde, mais c'est aussi flagrant en France, mais on voit que depuis les années 60 et les 30 glorieuses, on est un peu entré dans l'ère de la mobilité automobile qui s'est traduit par un accroissement très important des distances parcourues. C'est-à-dire qu'en gros, en 40 ans, les individus parcourent 4 fois plus de kilomètres par jour que dans les années 60, ce qui est relativement important. Et donc cette augmentation du nombre de kilomètres parcourus, qui est liée aussi à la diffusion de l'automobile et à la possibilité de se déplacer rapidement, ce qui est intéressant, c'est que ce que montrent les socio-économistes des transports, c'est que ça n'a pas conduit les gens à moins se déplacer. C'est-à-dire que ça n'a pas conduit les gens à consacrer moins de temps dans leur journée à se déplacer, c'est-à-dire que dans les années 2000, les gens ils consacrent exactement le même nombre de temps, minutes par jour, à leur déplacement. Par contre, ils parcourent beaucoup plus de kilomètres, et ça a été en adéquation aussi avec le développement du périurbain et de la propriété individuelle éloignée du cœur des agglomérations. Néanmoins, cette croissance de la mobilité automobile, elle est un peu derrière nous. Donc quand on regarde par exemple l'augmentation de l'équipement des ménages en automobile, on voit que ça stagne, ou les taux de détention du permis. En gros, depuis 10-15 ans,
il y a 80% de la population qui a le permis et ça n'augmente pas en fait. Et donc il y a pas mal de socio-économistes, notamment anglais, qui eux défendent l'hypothèse qu'on aurait atteint un pic en termes de déplacement, ce qu'ils appellent le peak travel. Donc c'est l'idée que, en gros, pendant 40 ans, de 1960 aux années 2000, on a eu une augmentation très forte du nombre de kilomètres parcourus tous les jours, mais depuis 15-20 ans, ça stagnerait. Et pour eux, on aurait atteint vraiment un pic, et même ça risquerait de décroître en raison des préoccupations environnementales. Donc deux précisions. D'une part, ça concerne uniquement les sociétés occidentales, parce que quand on s'intéresse, par exemple, aux pays en voie de développement, ou à l'Inde, la Chine, etc., on constate au contraire que, en gros, ce qu'on a vécu dans les années 60, c'est ce qui se passe dans ces pays actuellement avec la diffusion de l'automobile. Et d'autre part, ça concerne les mobilités quotidiennes. Par contre, si on s'intéresse par exemple aux mobilités longue distance, que ce soit les déplacements du week-end ou les déplacements touristiques, au contraire, on continue à avoir, enfin jusqu'à présent, jusqu'à cette dernière année, on avait une augmentation aussi de ces déplacements. Mais bon, là, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui vont venir. Et on observe, sur la stagnation, on observe la même chose aussi pour la mobilité résidentielle. C'est-à-dire que, grosso modo, les gens ne se déménagent pas plus qu'avant, et quand ils le font, ils déménagent souvent à proximité de chez eux. C'est-à-dire que la plupart des déménagements des individus se font généralement dans le même département. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt récemment, la grosse nouveauté ces 20 dernières années du côté des mobilités, c'est plus la diffusion aussi, comme vous le voyez là, de la téléphonie mobile, l'Internet, etc., qui pour le coup a augmenté aussi les possibilités de mobilité virtuelle. Donc premier présupposé, la mobilité aurait envahi nos sociétés. On voit que c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des fortes évolutions entre 1960 et 2000, mais que depuis une vingtaine d'années, en ce qui concerne la mobilité quotidienne, c'est pas si sûr que ça. Deuxième présupposé à remettre en cause, c'est que la mobilité, ça serait forcément quelque chose de positif. Donc, on a cette idée quand même que voilà, la mobilité jusqu'à présent, c'est plutôt une valeur positive. Si on veut réussir professionnellement, il faut être prêt à se déplacer. Donc, je vous ai mis un exemple, par exemple, c'est sur le site de Pôle emploi, mais je vous ai mis en gras. Dans les conditions d'inscription à Pôle emploi, il y a cette question des possibilités de mobilité géographique. Et il y a l'idée qu'on va proposer des aides à la mobilité pour les personnes en recherche d'emploi. Donc il y a cette idée que si vous voulez rebondir professionnellement, si vous voulez réussir, il faut accepter d'être mobile. C'était la phrase de notre président, je crois que c'était l'usine de la Source, où il disait aux ouvriers qui s'opposaient à la fermeture de leur usine, oui, mais vous pouvez être mobile, vous pouvez vous déplacer à 200, 250 km et ça ne tient qu'à vous d'être mobile. Donc on voit cette idée que voilà, la mobilité, ça serait une valeur importante dans nos sociétés et qui s'impose même avant l'entrée dans le monde du travail. C'est-à-dire avant d'entrer dans le monde du travail, on demande aux jeunes d'avoir le permis, même pour des emplois où ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer en voiture. On leur demande de partir à l'étranger pour parler plusieurs langues, etc. Donc on voit déjà qu'il y a cette incitation très forte à la mobilité. Néanmoins, ce que montrent les travaux des sociologues qui se sont penchés sur la question, c'est que ce lien entre mobilité géographique et réussite professionnelle, il n'est pas du tout évident. Et au contraire, on observe plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui bougent pour l'emploi, c'est plutôt des gens qui le font pour éviter un déclassement professionnel. C'est-à-dire qu'on accepte de se déplacer, de faire soit des longs déplacements quotidiens, par exemple faire plus d'1 heure, 1 heure et demie de trajet tous les jours, soit de déménager. On le fait parce que sans ça on n'a pas le choix, parce que sans ça on perd son emploi et qu'on a besoin de travailler. D'autre part, ce que montrent les sociologues, c'est que cette mobilité liée au travail, c'est un peu paradoxal, parce que notamment pour tout un tas de professions, l'enjeu, c'est pas tellement de bouger pour l'emploi, mais c'est au contraire de faire reconnaître le fait de se déplacer au quotidien comme une composante essentielle de leur emploi. Donc ces sociologues, ils prennent souvent l'exemple des aides-soignantes ou des aides à domicile. Il y a tout un enjeu fort dans les négociations collectives de faire reconnaître le déplacement entre deux lieux de soins comme une composante du travail, et donc comme devant être rémunéré.
Donc on voit qu'il y a voilà, cette idée que la mobilité pour bouger, pour réussir professionnellement, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et sur ce point, il y a quelque chose d'essentiel. Donc si vous devez retenir quelque chose de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, pour échapper justement aux présupposés qui sont attachés à la mobilité, on ne peut pas dissocier cette question de la mobilité de celle des ressources, des équipements que les gens peuvent trouver à proximité de chez eux. Donc ça peut paraître basique comme ça, hein, de dire on ne peut pas dissocier, parce qu'il y a des gens qui vont beaucoup bouger, mais parce qu'ils n'ont rien à proximité de chez eux, et d'autres qui n'ont pas besoin de bouger, qui pourraient bouger mais qui n'ont pas besoin parce qu'ils ont tout à proximité de chez eux. Ça peut sembler basique, mais ce n'est pas si basique que ça, notamment dans les politiques qui sont menées, parce que politique de l'habitat et politique des mobilités, c'est aussi des cultures différentes. Les gens, ils cohabitent pas forcément entre eux, et il n'y a pas forcément cette vision globale, en fait, de ne pas dissocier les questions de mobilité des questions d'habitat. Et cette liaison entre question de la mobilité et question de l'habitat, elle est d'autant plus forte avec la question environnementale qui se pose à nous aujourd'hui, enfin, qui se pose depuis une dizaine d'années, qui a notamment mis sur le devant de la scène la question du périurbain. Donc, en gros, souvent, les habitants du périurbain, ils sont un peu accusés d'être les principaux responsables aussi de l'augmentation des émissions de CO2, de par leur mobilité en voiture, etc., de contribuer très fortement aux coûts environnementaux des mobilités. Donc sur ce point, il y a plusieurs choses à avoir en tête. D'une part, le périurbain, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que quand on parle de périurbain, c'est un amalgame des communes qui sont très différentes en termes de composition sociale et économique des communes, mais aussi en termes d'éloignement des centres des agglomérations. Or, cet éloignement du centre des agglomérations, il est également lié aussi à la composition sociale des territoires. En gros, plus on s'éloigne du centre des agglomérations, plus vous allez avoir des ménages ouvriers, employés et agricoles. Au contraire, plus vous vous rapprochez du centre des agglomérations, plus vous allez avoir plutôt des CSP+, des cadres, des professions supérieures. Donc d'une part, ce périurbain, il n'est pas homogène, et comme il n'est pas homogène, en fait, la question du coût de la mobilité se pose particulièrement pour les ménages les plus éloignés, qui, comme je vous le disais, sont souvent des ménages ouvriers et employés. Donc, par exemple, il y a des économistes des transports qui calculent ce qu'ils appellent la vulnérabilité à la mobilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité à la mobilité? C'est un peu la même chose que la vulnérabilité face au logement. C'est-à-dire qu'on prend la moyenne, en gros, en moyenne, combien de pourcentage de leur budget les gens consacrent à la mobilité. Donc en moyenne, en France, c'est à peu près 10%. En gros, en moyenne, les Français consacrent 10% de leur budget disponible pour leur déplacement, que ce soit l'achat d'une voiture, l'achat d'un abonnement de transport, etc. Les économistes, ils vont parler de vulnérabilité quand ce taux il est 2 fois supérieur à la moyenne. Donc vulnérabilité face à la mobilité, c'est en gros les ménages qui consacrent plus de 20% de leur budget à leur déplacement. Et donc pourquoi on parle de vulnérabilité à la mobilité? C'est que quand vous consacrez par exemple 20% de votre budget au déplacement, si votre voiture elle tombe en panne, ben, vous faites comment en fait? Il n'y a pas forcément la possibilité de faire face. Donc si je vous parle de ça, c'est que ce que montrent les économistes, c'est que la vulnérabilité à la mobilité, elle est surtout très 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 forte dans le périurbain de la deuxième couronne, c'est-à-dire dans le périurbain éloigné, notamment pour les ménages ouvriers et employés qui résident dans ces territoires. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que, en fait, et comme l'a montré le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans, qui est parti, je vous le rappelle, de cette question aussi de taxes pour des préoccupations environnementales, c'est qu'il y a une sorte d'ambiguïté aussi vis-à-vis des politiques qui sont menées vis-à-vis de la mobilité, notamment vis-à-vis de ces populations qui vivent dans des territoires plus dépendants de l'automobile. C'est-à-dire que quelque part, on n'affronte pas de face en fait toutes les problématiques d'inégalité sociale territoriale, mais aussi d'habitat
qui sont liées à ces questions de mobilité. Donc pour que vous compreniez, l'idée c'est qu'on est beaucoup plus dans des mesures incitatives du type prime à la casse, parce qu'on sait que dès qu'on introduit une taxe, en fait ça provoque des... Enfin voilà, c'est compliqué politiquement. Et pas mal d'auteurs, du coup, défendent l'idée que, en fait, on s'y prend mal, quoi. C'est-à-dire que la question, c'est pas de mettre des taxes, moins de taxes, etc. Mais il faut poser un débat démocratique sur la place des mobilités dans nos sociétés, notamment de la mobilité automobile, mais en le liant nécessairement avec les autres problématiques, comme je vous ai dit, celle de l'habitat. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas dissocier cette question de la mobilité automobile dans le périurbain de celle de l'augmentation du prix du foncier dans le centre des agglomérations. Donc voilà, et donc les auteurs en fait défendent l'idée que tant qu'on n'aura pas débattu démocratiquement aussi de toutes ces questions que soulève la mobilité, en fait on ne s'en sortira pas, mais qu'on n'est pas sur le chemin de le faire parce que ça suppose d'aborder de front aussi les questions des inégalités sociales et territoriales qui structurent cette pratique. Alors même que la plupart des politiques vis-à-vis de la mobilité pour faire évoluer les comportements, en fait, c'est plutôt pensé pour un modèle d'habitants des centres-villes, en fait, ou de proches banlieues. C'est-à-dire le développement des altermobilités, mettre des vélos à disposition, des pistes cyclables, etc. C'est beaucoup plus adapté aux habitants des centres-villes qu'à ceux de territoires plus éloignés. Ce qui m'amène au deuxième point, pardon, c'est cette idée qu'il y a des inégalités très fortes dans cette pratique qui est la mobilité. Et que ces inégalités très fortes qui expliquent l'ambivalence aussi des représentations qui y sont associées. Et le fait que se déplacer ne signifie pas la même chose pour les uns et pour les autres. Donc, comme je vous disais en introduction, les sociologues, maintenant, ce qui discriminent, sur quoi ils réfléchissent, c'est beaucoup plus les potentiels de mobilité des individus que leurs déplacements qu'ils effectuent réellement. Or, les individus ont des potentiels de mobilité très différents. Tout d'abord, les individus ne possèdent pas forcément les mêmes compétences et ressources pour se déplacer. C'est-à-dire que se déplacer, ça signifie savoir où est-ce que l'activité qu'on souhaite faire, on va la réaliser, connaître les réseaux de transport, s'y repérer, maîtriser aussi les différents dispositifs qui permettent de se déplacer. Donc c'est la question aussi des personnes qui sont illettrées. Donc une borne automatique dans une gare, un arrêt de tramway, c'est pas forcément quelque chose qui est forcément simple. Donc je vous ai juste pris comme illustration la carte du métro parisien. C'est pas intuitif pour tout le monde hein, de se repérer. Et donc on voit qu'il y a déjà tout un tas de compétences qui sont inégalement distribuées dans la population. Au-delà de cette question des compétences, il y a aussi la question de l'accès aux infrastructures de transport et aux moyens de déplacement. Donc, par exemple, on voit qu'il y a encore des très fortes inégalités, par exemple, dans l'accès au permis de conduire donc, et dans l'accès à la voiture. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près 80% de la population qui possède le permis. En 2015, c'était à peu près pareil sur la possession de voiture. Il y avait 80% des ménages où il y avait au moins une voiture. Néanmoins, ce que montrent les travaux des sociologues sur cette question, c'est qu'on a, si le taux de possession du permis ou de la voiture reste constant, on a un peu une polarisation entre des ménages qui seraient suréquipés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une bimotorisation, 2 voitures dans le ménage, etc., et une partie de la population qui, elle, n'aurait pas forcément accès au permis ou à une voiture. Donc ça, on le voit dans le tableau que je voulais montrer sur le... C'est l'accès au permis chez les 18-25. Donc évidemment, chez les 18-25, chez les jeunes, il est fortement dépendant de là où ils résident. C'est-à-dire que vous êtes dans un centre de Tours, vous n'avez pas forcément d'avoir besoin du permis pour vous déplacer. Néanmoins, on voit toute chose égale par ailleurs que, en gros, plus les parents sont riches, plus la possession du permis est forte parmi les 18-25. Parce que ce qui joue très fortement, c'est l'aide que donnent les parents aussi pour l'accès au permis. Et on voit que c'est la même chose pour l'accès à une voiture, notamment si on différencie aussi plus finement les automobiles en fonction de ce que c'est une voiture d'occasion, pas une voiture d'occasion, etc. C'est très discriminant, donc je ne vous ai pas mis le tableau, mais
on a encore des écarts très forts dans la possession de voiture. Et juste pour quitter 30 secondes le domaine des mobilités quotidiennes, on entend souvent qu'il y a une démocratisation du transport aérien, que grâce au low cost, le transport en avion se démocratiserait. Les stats montrent que ce n'est pas forcément le cas. Donc, en gros, il y a les gens, donc là, c'est les déciles de revenus. Donc en gros, c'est vrai que les populations les plus pauvres prennent plus l'avion en 2008 qu'il 30 ans auparavant. Néanmoins, le trafic aérien il a surtout beaucoup augmenté pour les populations les plus riches. Donc on a des écarts qui se sont même accrus en termes de pratique de recours à l'avion en fonction du revenu des personnes. Donc évidemment, le potentiel de mobilité des individus, il dépend de leur localisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du périurbain, mais il est également aussi très fortement structuré par des inégalités de genre. Donc la première des inégalités de genre, c'est le sentiment d'insécurité. Enfin, c'est pas juste un sentiment, c'est-à-dire l'insécurité auquel peuvent faire face les femmes dans les espaces publics et les transports en commun. Donc ça, je vous ai mis le livre de référence sur le sujet. Et j'insiste sur un point très important, c'est que cette vulnérabilité des femmes dans les espaces publics, il est transversal à tous les quartiers. C'est-à-dire que les statistiques montrent que ce n'est pas juste dans les quartiers populaires, quartiers prioritaires, qu'il y aurait cette insécurité, c'est quelque chose qui est transversal, cette inégalité de genre, à l'ensemble de la société. Donc il y a un résultat un peu édifiant c'est l'enquête Virage de l'INED, donc de l'Institut national démographique, qui a été menée en 2015. On voit qu'il y avait, au cours des 12 derniers mois, il y avait par exemple une femme sur 5 qui avait été sifflée, interpellée, abordée dans l'espace public. Donc il y avait un quart des femmes qui faisaient mention, lors des 12 derniers mois, d'une situation de harcèlement dans les transports en commun ou les espaces publics. On voit que c'est à peu près 2 fois supérieur aux hommes. Donc il y a bien une vulnérabilité accrue des femmes dans ces espaces qui peut jouer aussi sur leur pratique de mobilité. Et il y a pas mal de géographes qui insistent sur le fait qu'un autre problème, c'est qu'au-delà de cette vulnérabilité des femmes, on vit dans ce qu'ils appellent une ville qui est faite par les hommes et pour les hommes. Donc ce qu'ils entendent par là, c'est que c'est fait pour les hommes parce que, ça il y a tonnes d'anthropologues qui ont documenté ça, mais en gros, il y a cette perception que l'espace public, c'est l'espace des hommes et l'espace du foyer, c'est l'espace des femmes. Mais plus largement, ce que montrent ces géographes, c'est que dans tout ce qui concerne les politiques d'aménagement, architecture, etc., c'est bien plus fréquemment des hommes qui sont aux manettes que les femmes. Et que ça joue aussi fortement sur les politiques qui sont menées. Donc, par exemple, ils prennent l'exemple de politiques qui peuvent sembler consensuelles, qui est par exemple la réduction du trafic automobile et du recours à la voiture. Or, un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les gilets jaunes, de dire voilà, on ne peut pas réfléchir au coût environnemental sans prendre les inégalités, c'est pareil sur les inégalités de genre, c'est-à-dire que toutes les statistiques le montrent. En gros, quand il y a une voiture dans le foyer, l'homme il l'utilise à la fois pour aller au travail et pour ses déplacements de loisirs, alors que l'usage de la femme de l'automobile, c'est amener les enfants et faire les courses. Donc je caricature un peu, mais en gros, c'est-à-dire que les femmes, elles sont beaucoup plus en charge aussi d'un certain type de déplacement que les hommes. Et d'autre part, on a vu qu'elles étaient aussi plus vulnérables aussi dans les transports en commun, dans les espaces publics. Donc c'est pour ça que voilà, ces géographes ils plaident aussi pour aussi prendre en compte cette question du genre et de l'aborder de manière frontale aussi dans les politiques de mobilité. Et ces écarts de potentiel de mobilité entre individus liés à des inégalités sociales, territoriales et de genre, elles ont des conséquences très fortes parce que se déplacer, c'est aussi accéder à un certain nombre de ressources, que ce soit des activités de loisirs, mais aussi l'emploi. Donc ça, c'est tiré d'une enquête du CREDOC et de l'Institut national sur la jeunesse. Et vous voyez, donc ça porte sur les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Et il y en a un quart qui ont renoncé à un emploi en raison de questions de mobilité. Donc on voit que cette question de potentiel de mobilité différenciée des individus,
elle a quand même une influence très forte en retour sur... elle peut contribuer à creuser aussi les inégalités entre groupes sociaux. Donc il y a une autre recherche bien connue aussi qui s'est penchée sur la question de l'accessibilité au bassin d'emploi en fonction du potentiel de mobilité des individus. En gros, c'est des économistes qui montrent qui réfléchissent à, avec les moyens de déplacement dont je peux bénéficier, si j'ai une voiture, si j'ai une ligne de transport de RER à proximité de chez moi, une ligne de tramway, etc., à combien de, par exemple, je suis cadre, à combien de pourcentage des emplois de cadre je peux accéder de la région en moins d'1 heure de déplacement. Donc il s'intéresse un peu aux inégalités d'accès au bassin d'emploi par catégorie. Et en fait, par exemple, en Ile-de-France, il montre qu'un cadre, il a accès à un bassin d'emploi beaucoup plus important qu'un ouvrier ou un employé. Donc pour diverses raisons, qui est liée aussi à la localisation spécifique des emplois de cadre, d'ouvriers, d'employés, etc., mais aussi au potentiel de mobilité différent qu'ont les individus. Ce qui m'amène au dernier point de la présentation. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Eric. Combien de temps il reste? Oui, c'est moi qui maîtrise le temps. Ouais. C'est que faire justement face à ces inégalités, comment penser des mobilités durables, c'est-à-dire prenant en compte l'impératif environnemental et climatique auquel on fait face, tout en abordant de front ces questions d'inégalités, ces différentes inégalités qui structurent les mobilités. Donc je ne vais pas revenir sur la question de la gratuité des transports. Si vous voulez, on pourra en parler dans les questions, parce que c'est un peu un champ de lutte aussi. Enfin voilà, les gens ne sont pas d'accord sur cette mesure, ni les politiques, ni les chercheurs. Enfin voilà, il y a des sons de cloche un peu différents. Mais je pourrais vous conseiller donc un livre de Maxime Muret, qui est le spécialiste français de cette question, et qui s'est notamment intéressé à la mise en place de la gratuité des transports dans l'agglomération de Dunkerque. Donc il revient sur cette expérience, comment on peut évaluer. Donc si vous voulez, on y reviendra dans les questions, mais je préfère pas trop m'aventurer sur cette question qui est un peu vive aussi politiquement, qui a pas mal été posée aussi dans les différentes campagnes municipales qui ont eu lieu l'année dernière, enfin cette année, et qui va être posée aussi sans doute dans les régionales. Donc comme on le voit en Ile-de-France, vous voyez, il y a déjà cette question de la gratuité ou non des transports en Ile-de-France qui se pose. Voilà. Mais donc, je vais plutôt réfléchir sur la question vis-à-vis de ces politiques, c'est pourquoi est-ce que rendre un offre de déplacement gratuit ou mettre une ligne de bus, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas pour que les gens se déplacent? Donc pour plusieurs raisons, mais plusieurs raisons qui expliquent que la mobilité, c'est pas juste un déplacement. D'une part, il faut prendre en compte la socialisation des gens à la mobilité. Donc ce qu'on appelle la socialisation en sociologie, en gros, c'est le fait qu'au cours de notre trajectoire, on intériorise un certain nombre d'habitudes, de représentations du monde qui vont structurer nos pratiques. Or, quand on s'intéresse aux trajectoires des individus, on voit que le rapport à la mobilité, il est très différent, par exemple, selon qu'on grandit dans le périurbain, on a été socialisé à une mobilité automobile, ou on a grandi en centre-ville, ou même à l'intérieur d'un même territoire, entre les habitants du périurbain dont les parents utilisaient le vélo, des altermobilités, et ceux où la mobilité était beaucoup plus automobile. On voit que c'est des effets de rappel très forts aussi dans le propre trajectoire aussi des personnes. Donc en gros, les pratiques de mobilité à l'enfance, à l'adolescence, elles sont quand même très structurantes après aussi des pratiques de mobilité à l'âge adulte. Et ce que j'avais essayé aussi de montrer dans mes travaux sur les jeunes de quartier, au-delà des différences de genre, etc., la manière dont le rapport des parents à la mobilité avait une influence très forte aussi sur les pratiques de leur enfant. Donc d'une part, il y a cette question de la socialisation à la mobilité, qui fait que si vous mettez une ligne de bus, mais que la personne est habituée à prendre la voiture, elle ne va pas forcément du jour au lendemain aller prendre le bus. Le deuxième point, c'est que se déplacer, contrairement à une vision qu'ont souvent peut-être les économistes du transport, c'est pas juste aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire que le déplacement, il se passe énormément de choses durant le temps de déplacement. C'est pas un temps mort. En fait, je me déplace une demi-heure par jour du point A au point B. Il se passe bien quelque chose entre ces deux points. Et c'est un espace-temps qui joue aussi très fortement sur la relation qu'ont les individus aux différents modes de transport. Donc, par exemple, les conditions de la mobilité,
Si je prends le TER et que je retrouve des collègues de travail avec qui je peux discuter, si au contraire le train il est bondé et que, par exemple, il n'y a plus de place, il y a des lycéens, j'ai l'impression qu'ils crient, etc. Enfin, voilà. Ces conditions de déplacement, ça va jouer aussi très fortement sur les choix de mobilité des individus. Et le troisième point, c'est que le déplacement, c'est une pratique qui est enchâssée dans la sphère professionnelle, amicale et familiale des individus. Et qu'on ne peut pas comprendre cette pratique, la pratique de déplacement, sans le mettre en relation avec les autres sphères d'activité des individus. Donc ça, par exemple, on le voit très bien avec les horaires de travail, c'est-à-dire que se déplacer, c'est quand même très dépendant de nos horaires de travail. Et si les horaires de travail ne coïncident pas avec ceux du transport en commun, on ne va pas se déplacer en transport en commun. Ce qui, soit dit en passant, suppose une coordination aussi. C'est pour ça qu'en Italie ou en France, on avait les bureaux du temps. C'était l'idée de coordonner quand même les différentes sphères d'activité des individus. Donc, ce qui est quasiment jamais fait. Je vais vous donner un exemple. Nous, à l'université, on a de moins en moins de place parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants, mais bon, à l'université, on ne peut pas étendre les murs, c'est compliqué. Donc ça se traduit par une amplitude horaire plus grande des enseignements. On commence plus tôt et on finit plus tard. Sauf que les bus fil vert, ça n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'étudiants, notamment ceux qui habitent dans le périurbain ou le rural, en fait, ils viennent nous voir à 4h30 ou à 5h en disant je sais que le cours est fini à 18h, mais malheureusement, je ne peux pas rester parce que le dernier bus fil vert pour rentrer chez moi, il est à telle heure, ou sans ça, je dois... Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, il faut se poser quand même cette question aussi de la coordination. Mais c'est parfois complexe, parce que nous, on l'a vu avec Laurent dans les recherches sur le périurbain. Il y a des gens qui covoiturent, mais il suffit que la personne avec qui il covoiture, ses horaires de travail changent, le covoiturage, il n'est plus possible. Donc voilà, on voit que c'est aussi une coordination complexe. Et cette coordination complexe, elle se fait aussi à l'échelle familiale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la sphère familiale, il y a une synchronisation aussi entre les horaires des activités des enfants, du mari, de la conjointe, etc. Et donc, on voit que la mobilité, ce n'est pas juste aller du point A au point B. Il y a des programmes d'activité élaborés derrière. Et du coup, pour montrer cette complexité de la mobilité, donc avec Laurent Cailly, le collègue géographe dont vous a parlé Eric, on a réfléchi dans une recherche qui était financée par la SNCF, par le Forum Vie Mobile de la SNCF, à comment représenter justement graphiquement cette complexité des déplacements des individus. Donc ça donne ce qu'on a appelé trajectoire mobilitaire et dont vous voyez un exemple, c'est un peu petit peut-être pour vous, mais c'est la trajectoire d'une personne qui est auxiliaire de puériculture à Tours et qui réside dans le périurbain. Donc, pour des soucis d'anonymat, je ne vous donnerai pas la ville, mais je vais juste revenir sur cette trajectoire pour vous montrer ce qu'elle dit aussi sur les mobilités des habitants du périurbain et de la complexité justement de leur mobilité. Donc premier point, c'est qu'on voit que en fait, les individus ne sont pas faits d'un bloc et souvent il y a des allers-retours très forts entre différents modes de déplacement à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que c'est un peu le problème des politiques qui visent à développer l'altermobilité, c'est qu'on perçoit l'abandon de la voiture un peu comme une conversion religieuse. C'est-à-dire du jour au lendemain, je vais abandonner ma voiture parce que je vois que c'est pas bien. Or, c'est plus compliqué que ça. Donc avec cet exemple, on voit bien de Madame Da Silva, c'est que à un moment, quand elle habitait dans le centre de Tours, elle utilisait les vélos. Après, elle a été dans le périurbain, elle a eu des enfants, elle a utilisé la voiture. À un autre moment, elle a testé le train et ça lui a plu pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Mais quand son mari a eu une promotion et donc ses horaires professionnels ont changé, elle a dû abandonner à regret le train pour passer à la voiture. Donc on voit qu'il y a cet aller-retour permanent entre différents modes. Au-delà de ces allers-retours à l'échelle d'une vie, on voit que sur une même période, les individus ils ont une hybridation aussi bien souvent de leur mode de déplacement. C'est-à-dire qu'un jour, je vais me déplacer en train et à un autre moment, je vais me déplacer en voiture. Et ça, ce n'est pas forcément pensé aussi dans les problématiques d'abonnement au transport en commun, parce qu'on pense à un abonnement, c'est tous les jours. En gros, on a une pratique qui est toujours la même. Donc, par exemple, elle, Madame Da Silva, j'y reviendrai dans quelques instants, mais après une panne de voiture, elle a eu une panne de voiture, elle n'avait pas les sous pour la rembourser.
elle s'est renseignée sur les horaires de train, elle a pris le train, et en fait le train ça lui a plu, parce que d'une part ça lui a permis de se remettre à lire. Donc, elle a expliqué que depuis la naissance des enfants elle avait arrêté de lire, et du coup ça lui a donné l'occasion de relire. D'autre part, ça lui a permis de développer des relations de sociabilité avec des habitants de sa commune alors qu'elle venait de s'installer, que c'était plutôt la commune d'où était originaire son conjoint, et donc elle a rencontré des gens, notamment lorsqu'il y avait des retards de train et que tout le monde stressait pour aller chercher les enfants à la garderie. Enfin, voilà. Elle explique que ça crée de la solidarité et ça a aussi joué sur son ancrage résidentiel. Et surtout, quand je vous dis que la mobilité c'est plus qu'un déplacement, elle était très contente parce que du coup, elle partait un peu plus tôt le matin, et ça a joué très fortement aussi sur la répartition des tâches ménagères à l'intérieur du ménage. Enfin, elle l'expliquait comme ça, elle dit voilà, je rentre un peu plus tard, donc c'est pas moi qui... Avant, j'avais 1 heure, 3/4 d'heure entre le moment où je dépose les enfants et je rentre à la maison, qu'est-ce que je fais? Je faisais le ménage. Donc on voit que c'est assez complexe. Mais pour revenir sur cette idée d'hybridation, même quand elle utilise le train, donc, où elle a beaucoup de plaisir à l'utiliser, il y a 1 ou 2 jours par semaine où elle utilise une nouvelle voiture qu'elle a achetée au bout d'1 ou 2 ans de train. Et cette voiture, la position d'une voiture, elle n'est pas opposée à l'altermobilité. Donc d'une part, elle explique que le fait d'avoir une voiture, ça la permet de déstresser et qu'en cas de grève, de retard du train, etc., elle a toujours cette alternative possible qui lui permet de prendre le train. D'autre part, ça lui permet, notamment parce qu'on n'a pas toujours les mêmes horaires de travail, mais tous les jeudis, 2 fois par semaine, elle a des réunions tard le soir. Les horaires des transports en commun coïncident pas forcément, et elle a la voiture et elle veut pas prendre le train le soir parce qu'elle trouve que c'est pas sécure. Elle a déjà été confrontée à des problèmes dans le train après 8 heures, et donc elle dit voilà, moi s'il n'y a pas la voiture, je vais pas prendre le train, quoi. Donc on voit qu'il y a cette hybridation aussi des différentes formes de mobilité. Et donc c'est un outil justement qu'on essaye de développer parce qu'on peut penser, déjà ça change la représentation aussi pour les politiques publiques de ce que sont les comportements de mobilité des individus, mais avec l'idée que ça doit jouer aussi dans les politiques justement d'accompagnement et de développement des altermobilités. Et donc pour conclure mon propos, la question c'est quelle influence du choc sanitaire actuel sur ces pratiques de mobilité. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va changer les représentations symboliques qui sont associées à la mobilité. Donc comme je disais tout à l'heure, précédemment il y a quand même une injonction à être mobile, une sorte de construction de la mobilité comme une valeur positive, comme une valeur de distinction sociale, et au contraire l'immobilité c'était vu comme quelque chose de plutôt négatif. Donc encore une fois, la jeunesse de quartier populaire, ce qu'on lui reproche, c'est de tenir le mur, de ne pas être assez mobile, etc. On peut s'interroger sur, voilà, est-ce que dans les années qui viennent, cette valeur d'être mobile, est-ce que ça va toujours être aussi désirable aussi pour les individus? La deuxième chose, c'est le choc sanitaire, il crée des contraintes, notamment avec la distanciation sociale et physique, enfin distanciation physique plutôt que sociale dans les transports en commun. Voilà, c'est un peu l'inquiétude de pas mal d'élus régionaux, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la fréquentation des TER, elle va chuter? Est-ce que les gens ils vont revenir plutôt à leur voiture? Donc elle crée un peu des contraintes. On va faire face quand même à une grosse crise économique et on peut penser que ça va faire passer un peu au second plan les préoccupations environnementales, mais elle crée aussi des opportunités. Donc on l'a vu avec le développement aussi de politiques de vélo, donc plus ou moins pérennes, mais il y a quand même eu pas mal de politiques qui ont été menées sur les territoires pour favoriser la mobilité en vélo. Il y a le développement du télétravail aussi. Donc encore une fois, on va voir ce que ça va bouger dans les pratiques de mobilité. Même si, encore une fois, il ne faut pas oublier de lier cette question avec celle de l'habitat et avec celle des inégalités. Donc je finirai sur ces deux idées, donc sur les inégalités donc face au télétravail. Alors, on a vu pendant le confinement, donc ça, il y a une enquête de l'INED qui est sortie il y a moins d'1 mois qui le montre bien. En gros, la possibilité d'être immobile, elle a été aussi distribuée très inégalement selon les professions des individus. En gros, je vais encore être très caricatural, mais les cadres ont pu télétravailler
il y a eu tout un tas de professions en fait, où le télétravail n'était pas possible, quoi, parce qu'il fallait se déplacer. Donc, d'une part, il y a déjà eu cette inégalité qui fait que le télétravail n'est pas accessible à tous en fonction de... Et ce qui est intéressant donc, dans l'étude de l'INED, c'est qu'on voit aussi que, encore une fois, sur le télétravail, il y a eu aussi ces questions d'inégalité de genre très fortes. Donc sur 2 points, donc d'une part, c'est même quand les 2 conjoints travaillaient, c'est plus la femme qui a eu en charge le suivi scolaire des enfants quand il y avait des enfants. Et l'autre résultat qui était intéressant, c'était aussi au niveau de l'habitat, c'était que la possibilité d'avoir une pièce à soi, parce que pour ceux qui avaient des enfants pendant le confinement, ils imaginaient, enfin voilà, c'est l'horreur quoi, de travailler avec des enfants chez soi. Mais ce qui était très intéressant dans l'enquête de l'INED, donc qui était sur un échantillon représentatif de Français, c'est que les hommes avaient, je crois, le chiffre était assez énorme, avaient 2 fois plus que les femmes accès dans leur logement à une pièce, en gros à eux, séparée, en gros un bureau qui pouvait fermer et un peu à l'abri du tumulte familial. Donc, encore une fois, voilà, il faut aborder de front toutes ces questions, télétravail, altermobilité, transition écologique, en l'alliant aussi aux inégalités sociales, territoriales et de genre qui structurent toutes ces pratiques. Voilà, je vous remercie. C'est le moment jamais de réagir, poser des questions. En tout cas, moi, j'ai une question qui m'est inspirée. Il y a un anthropologue, Auger, qu'on ne peut pas citer, qui a expliqué comment le vélo, finalement, avait diminué d'usage parce que, précisément, il était dans la représentation sociale comme quelque chose d'attaché à la paupérisation. Ça, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est notamment l'illustrissime film de Sica, où on voit qu'en Italie, on pratique intensivement dans les milieux populaires le vélo. Il se trouve qu'ensuite, on a eu le sentiment, une seconde période, que la voiture a été un lieu de marquage, d'émancipation, précisément parce qu'elle venait rompre avec cette dureté, c'est un peu comme le Tour de France d'ailleurs, la dureté des efforts à fournir en matière de vélo. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'inversion dans ce que tu dis, c'est que la bicyclette devient une modalité parmi d'autres, et en particulier dans les hypercentres, là où finalement politiquement il y a une représentation qui est plutôt favorable à la bicyclette, et qu'inversement la voiture, qui est très attachée au péri-urbain, renverrait plutôt à des images d'aliénation et d'absence de rationalité, notamment par rapport à une préoccupation qui reste essentielle, l'environnement. Donc, non, mais ça c'est... Comment le sociologue peut finalement instruire le politique et même le technicien qui est urbaniste, architecte sur ces questions de représentation? Non, mais ça c'est très vrai, et en plus ça va au-delà du vélo, c'est aussi pour les flux piétonniers. Mais non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Enfin, il y a Frédéric Errand, donc un économiste qui a pas mal bossé sur la bicyclette, mais avant la Première Guerre mondiale, le moyen de locomotion massif en France, c'est le vélo. Peugeot, avant de faire des voitures, c'est une marque de vélo. Il y a des militantes féministes qui décrivent le vélo au début du XXe siècle comme un instrument d'émancipation parce que ça permet aux femmes d'être libres, de pouvoir se déplacer de manière individuelle sans avoir de contrat à rendre, etc. Et donc on a voilà, ce mouvement, ce moyen de locomotion de masse. Et comme tu dis, dans les années 60-70, l'automobile, c'est l'accès à la modernité. Et le vélo, et même les flux piétons, c'est vu comme quelque chose un peu de rétrograde, passéiste. Ce qui est très marrant, c'est par exemple les voies sur berge à Paris. Donc Pompidou, le périphérique, les voies sur berge. En fait, quand on écoute ces discours, c'est Paris entre dans la modernité. Donc avec la création de ces voies sur berge, que maintenant, justement, on piétons, cyclistes, etc. Donc on voit aussi ce retournement très fort aussi dans les représentations. Mais si je parle de Pompidou, c'est que c'est pas anodin. C'est-à-dire que les représentations, elles sont liées aussi à la construction des infrastructures politiques et à des choix architecturaux. Donc la création des voies sur berge, c'est une décision politique. Et ça n'a pas été neutre non plus sur les représentations, les pratiques des Français. Donc après, c'est toujours pareil, hein, les historiens, les sociologues, les géographes, les économistes, ils font de la recherche, mais s'ils n'ont pas l'oreille du prince, entre guillemets, voilà, c'est normal, on est en démocratie, c'est les politiques qui prennent les décisions. Donc, sur le retournement et les habitudes qui vont changer, par exemple, le transport en commun, il y a
fait du Covid, en moyenne sur les grandes villes de France, il y a une baisse de 20%. Ouais. Bah oui. C'est énorme. Et la voiture, elle, est redevenue comme avant le confinement. Ouais. Le vélo s'est développé. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas... Mm. C'est mouvant. Ouais. Une période... Ouais. Mais après, c'est vrai que nous, ce qu'on avait vu justement dans les trajectoires, c'est qu'il y a quand même des effets de cliquet, quoi. C'est-à-dire que si vous utilisez la voiture pendant un certain temps, ou au contraire, enfin, ça joue quand même, c'est dur après de revenir à une pratique antérieure, parce que... Le changement de mobilité, Ouais. ça ne se fait pas comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que si là, les gens, si un crise sanitaire dure et que les gens reviennent à la voiture pendant un an et demi, je pense que ça va jouer. Mais inversement, je pense que la question, c'est est-ce que les gens là qui se sont mis au vélo, est-ce que ça va se pérenniser ou pas? Ça, c'est pareil. Non, mais Les voitures, en moyenne, sur l'agglomération, il y a 1,2 personnes par voiture. Ouais. Donc l'espace, il y a 80% de façade à façade, il y a 80% Bah oui, des espaces qui sont dédiés à la voiture. Et dans les voitures, il y a 1,2 personnes. Donc c'est un encombrement quand même. Non, c'est sûr. Et puis, ouais. Quand elles sont utilisées ou quand elles stationnent, parce que ça, on en parle peu, mais voilà. Ouais, ouais, voilà. Ça... Donc... Moi, je pense qu'ici, chacun a connu tous ces modes de modalité, chacun s'adapte au cours de sa vie aux choses. Moi, je sais que pour moi, la voiture, je ne m'en passerai pas. Voilà. On parle de l'émancipation de la femme à un certain moment. Elle avait le vélo, mais elle passait moins leur permis. Nous, on a passé nos permis jeunes, on a travaillé. La voiture, c'est se rendre service à soi-même, ne pas demander aux autres. Voilà, c'est la liberté totale. Moi, pour moi, le vélo, c'est du plaisir. Voilà, moi, le côté brusque, un petit peu sur la ville de Tours, je trouve que ça m'est arrivé avant-hier en allant au département. Je trouve qu'ils se sentent les rois parce que, voilà, on les laisse. Moi, je filais comme beaucoup, hein, et hop, sur un passage clouté, ils s'amènent, on ne les voit pas, j'ai peur. Voilà, le vélo me fait peur. Voilà, je trouve qu'il va falloir réglementer, c'est pas les rois, il va falloir qu'ils s'adaptent. Et puis il m'est arrivé de la route pour tout le monde. Voilà, et j'ai vu un jeune en vélo passer les feux rouges. Les voitures aussi, ça arrive. Ah ben oui, l'usager, voilà, c'est pas forcément un modèle. Je veux dire, j'ai peur pour les vélos, parce que je pense qu'il va y avoir des choses graves. Il faut absolument dire, moi, je ne suis pas contre le vélo, hein, j'en ai fait, j'en fais encore. J'ai un vélo électrique à la mer, pas ici, pas en ville, parce que voilà. Et j'ai repris ce monsieur qui m'a envoyé carrément de la gueule. Après, il y a un géographe qui a fait ici, à Tours, la guerre des places. Est-ce qu'il va y avoir maintenant la guerre de l'espace public? Non, mais après... Moi, ça rend service aux gens qui habitent au cœur de la ville. Mais ceux qui sont à l'extérieur, je trouve qu'on entend des choses, le temps passé dans les queues, voilà, pour arriver au travail, ça exacerbe les gens, hein, je pense, moi. Oui, moi je pense pas. Moi je pense qu'il y a un vrai problème de distribution de l'espace public. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est la même chose avec les quartiers prioritaires, où les gens qui ne sont pas dans les quartiers prioritaires sont en général très énervés par la manière dont les jeunes sont, leur manière de squatter les espaces. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas d'espace, donc ils squattent les espaces. Et leur manière d'être dans l'espace public est complètement liée au fait qu'ils n'ont pas d'espace public. Donc moi, ce que je pense surtout, c'est qu'à partir du moment où on a envie de rééquilibrer les modes de transport, on parle d'un rééquilibrage, hein, pour l'instant la part modale à Tours, je crois qu'elle est de 3% pour les cyclistes, donc c'est extrêmement peu. Si on rééquilibre et qu'on crée des espaces sécurisés pour les cyclistes, il n'y a aucune raison que ces choses se fassent comme ça a été. Je vous fais remarquer, dans les années 60, les accidents d'automobile étaient chose totalement courante, c'était une horreur. En Corse, c'était bien connu, en Italie, c'était l'horreur, on y allait, on était sûr de mourir. C'est une pratique. Voilà, c'est une pratique et c'est aussi la société qui doit structurer les espaces pour permettre aux gens de faire cette transition. S'il n'y a pas cette structure, en effet, vous avez raison, les gens vont s'imposer,
Mais c'est pareil chez les piétons. À Paris, ça a beaucoup changé. Avant, à Paris, moi je suis parisienne, les gens traversaient n'importe où, surtout pas sur les passages piétons, parce que l'espace piéton n'était absolument pas valorisé. Donc les gens devaient s'imposer. Et quand on s'impose, on est d'accord, on fait des bêtises parfois. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un équilibre dans l'espace public qui est nécessaire pour aussi pouvoir faire cette transformation sociétale. Et pour rebondir sur ce que vous dites, moi je suis moi-même cycliste, donc j'ai un biais sans doute mais il y avait une interview très intéressante d'une philosophe dans Le Monde qui revenait sur cette question de l'espace public. Et en fait, c'est vrai que ça se fait pas tout de suite, mais elle prenait l'exemple de villes suisses où la part modale du vélo est largement au-dessus de ce qu'il y a en France, mais où l'aménagement de l'espace public n'est pas pensé que pour la voiture. Donc je rebondis sur ce que vous dites sur les feux, du cycliste qui a grillé le feu. Elle revient aussi sur cette question des feux, c'est-à-dire que le feu, il n'est pas forcément calé sur la temporalité du cycliste. Elle expliquait dans les villes suisses, il y avait des feux qui étaient calés sur la vitesse de déplacement du cycliste et pas de la vitesse automobile, et que ça jouait aussi sur... mais elle le disait, c'est-à-dire que la question, c'est comment, dans ces nouvelles mobilités, penser l'espace public pour qu'il y ait de la civilité entre les différents modes de déplacement, c'est-à-dire que ça soit pas... Forcément facteur de sécurité parce qu'on a envie de passer au vert, on peut aller plus vite. Donc je veux dire, c'est un peu une illusion de penser que le feu, c'est la réponse à tous les problèmes de sécurité. Après, en ville, on va doucement. Après, je vais être... Après, il y a la représentation de l'automobiliste sur la vélocité, en fait. Moi, je fais beaucoup de vélo, et même dans des rues étroites ou difficiles, ou des rues un peu cabossées où le cycliste ne peut pas rouler dans le caniveau, eh bien, les voitures essaient systématiquement de doubler. On entend le moteur derrière, on voit bien, alors que on va avec, moi j'ai un vélo électrique, à 25 à l'heure, 30 à l'heure en ville, donc on va à la même vitesse que les voitures. Mais on sent ce besoin, ça c'est encore inhérent à l'humain, de doubler ce vélo, de ne pas être derrière le vélo. Et même chose, si vous doublez, moi en tant que femme, un homme à vélo, et alors je vous assure, il va pédaler 2 fois plus pour me doubler. Et ça, c'est encore des représentations. Ah, mais c'est sûr que ça... En voiture aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est un problème de mentalité, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux Pays-Bas. Moi, j'y vais régulièrement, et c'est l'inverse d'ici. Complètement. Oui, mais du coup, les vélos sont droits. Et tout le monde va dans son vélo, même les piétons aussi d'ailleurs. Il faut se faire renverser par un vélo en piéton. Et c'est extraordinaire, parce qu'il y a une vraie entente finalement entre... il y a beaucoup moins de voitures aussi, mais il y a une vraie entente, et on a l'impression que c'est n'importe quoi, mais finalement c'est assez réglé et c'est assez... Mais après, je reviens sur la question politique, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir des photos d'Amsterdam dans les années 60. Dans les années 60, Amsterdam, c'est une ville automobile. Enfin, on voit c'est le politique aussi qui a changé. Après, sur les embouteillages, justement, je vais être un peu cynique, mais... Enfin... Non mais ça, il y a je ne sais pas combien de travaux qui l'ont montré. En fait, si vous voulez baisser la part modale de la voiture, vous rendez le stationnement payant, vous compliquez le stationnement dans les centres-villes, vous créez... Enfin, mécaniquement, c'est la... Donc, après, voilà, encore une fois, c'est la question des inégalités... Dans les années 80, vous avez un sabot directement qui pourrait rester garé un quart d'heure quelque part. Donc les gens, finalement, ne venaient plus, effectivement. Voilà. Mais après, il y a la question derrière des inégalités. Par exemple, les entretiens qu'on a fait avec pas mal de JE, c'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles expliquaient, c'est qu'en gros, elles habitent loin, elles ont des tout petits salaires et donc elles ne peuvent pas se loger à proximité quand elles ont une famille, des enfants, elles vivent dans le périurbain éloigné. Leurs horaires sont variables parce qu'un jour, il faut être là à 8h, à 7h30 pour l'ouverture, un autre jour, il faut être plus tard, etc., qui n'est pas forcément calé. Et en plus, elles n'ont pas de place de stationnement. Ça nous a beaucoup marqué aussi. En gros, des gens qui passent à la voiture parce qu'ils ont une promotion, et ils ont la promotion, ils ont la place de parking qui va avec. Donc cette problématique du stationnement aussi, c'est un levier pour faire baisser la part de la voiture, mais derrière, il y a aussi d'autres choses aussi à prendre en compte. Mais
voilà, enfin, encore une fois, moi je ne suis pas un homme politique, j'aimerais pas l'être parce qu'on voit que c'est complexe, hein, qu'on fait toucher un levier, ça en touche un autre. En termes politiques, le sociologue que tu es voit comment la répartition des compétences, parce que quand on regarde la répartition des compétences entre les différentes instances politiques pour traiter de la question des mobilités, et notamment à travers les infrastructures, la ville, les métropoles, les départements, les régions et l'État. C'est-à-dire que, précisément, quelle est l'articulation possible entre les différentes échelles et finalement les différents thèmes? C'est une vaste question, compliquée. C'est pareil dans toutes les collectivités. Ouais. C'est complètement pareil. Non, je pense que j'étais allé faire un... On voit bien que c'est surtout communal ou intercommunal. Sur les déplacements ferroviaires, non, on voit bien que les régions... Après, c'est différent selon les métropoles. Hein. J'étais allé faire une présentation à Marseille. En gros, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, c'est le manque de coordination. Mais c'est sûr qu'en toute logique, ça devrait se penser justement... si on prend en compte cette complexité, par exemple, stationnement, je pénibilise le stationnement pour faire baisser la part de la voiture, mais en échange, j'investis dans le transport en commun pour faciliter la desserte, ou je mets des parkings relais, etc. Et le stationnement, je le privilégie pour telle catégorie de population qui en a vraiment besoin, etc. Je pense que ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'une métropole, voire un peu plus... même un peu plus loin que la métropole, hein, parce que la métropole de Tours, il y a beaucoup de gens hors de la métropole de Tours qui travaillent à Tours. Donc, Le Tours appartient à la métropole, par exemple. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de lien entre une articulation forcément d'aménagement. Ouais. Donc, ouais, mais... Enfin, parce que créer, par exemple, des parkings relais, ça peut être les créer en dehors de Tours, ça peut être les créer... voilà. Ouais. Mais... Il y a peut-être aussi une question de saisonnalité, parce que là, actuellement, on voit beaucoup de vélos, parce que le temps, jusqu'à maintenant, le permettait. On va voir quand il va flotter. Bah oui. Les gens, pédaler dans tous les sens. Sur les trottoirs, c'est ça. On descendait des trottoirs pour les vélos. Il faut tout. Là, ça pédale, mais là, le mauvais temps arrive. Le froid, le verglas, je pense que les modes de transport sont les mêmes dans les mois d'hiver et puis les mois... Justement, c'est la crainte de beaucoup de socio-économistes, c'est-à-dire que comme la part modale des transports en commun baisse, là le vélo augmente, mais quand on va venir à l'hiver, etc., est-ce que c'est pas la voiture qui va... Il y a peut-être un effet de mode aussi, oui, tout à fait. De toute façon, la métropole, elle avait déjà travaillé depuis un moment sur les passages cyclistes. Il y avait un relais vélo qui a été voté sur le boulevard sur Louis, où on pouvait venir avec son sac, se reposer. Il y avait des vélos pour les touristes et tout. Il y a des choses qui ont été bien avancées. Voilà, il y a des choses qui ont été bien avancées, puisque... Voilà. C'est la C'était pas ma commission, mais j'étais à la politique de la ville, donc on avait tout ça. Il y avait des choses qui avaient été faites, plus en compte. Voilà. Bon, voilà, tout à fait. Il y avait des discussions et des choses intéressantes sur la mobilité. Par rapport au mode de transport, je vois ma fille a permis, c'est vrai que c'est synonyme de liberté. La voiture, elle s'était ramenée quasiment à pleurer. Donc voilà, nous, on s'organise, elle a pris le fil vert. Et Rémi pendant des années pour le collège. Mais quelle évolution, je ne sais pas, on peut imaginer ou quels travaux sont en cours là-dessus. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même bien ancré sur la notion de liberté, sur la notion de transport, de rapidité, parce qu'on dit que le monde s'accélère, mais moi j'habite donc à la campagne. C'est sûr que professionnellement, les allées, les retours, les rendez-vous, de droite, gauche, je ne peux pas imaginer. Parce que le covoiturage, c'est compliqué, on peut essayer. Les transports en commun, Rémi, Philibert, je l'ai fait quelquefois, le permis, on va dire. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que la vie est déjà pas simple, et en plus, là, en plus, avec cette envie de liberté ou d'autonomie, je ne vois pas tellement de... Ça, je pense que c'est ce que Laurent il a peut-être présenté. La dernière fois, c'est vrai que dans le périurbain, enfin, il y a différents modes de vie aussi dans le périurbain, mais il y a des périurbains qu'il appelle un mode de vie métropolitain. Un peu comme vous décrivez, c'est-à-dire que j'habite dans le périurbain, mais en gros, si je fais une carte des déplacements quotidiens ou sur la semaine, il y a un éclatement géographique très important des différents lieux d'activité, travail, loisirs.
Et c'est vrai que ça, ce qui permet de relier ces différents lieux de l'habité métropolitain des périurbains, c'est la voiture. Donc ça, c'est sûr que c'est difficile de sortir de ça. Enfin, ça va être... parce que les flux, on s'était amusé à regarder l'enquête ménage-déplacement de l'agglomération. Les flux périurbains tour-centre, c'est pas eux qui concentrent la majorité des flux, quoi. Le problème, c'est périurbain aussi. Et ça, c'est plus difficile à sortir de la voiture. Après, sur l'imaginaire de liberté chez les jeunes, il y a des controverses là. Il y a des sociologues, géographes qui disent en gros... Enfin, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une chute. C'est-à-dire que les jeunes le passent moins tôt, quoi, le permis de conduire, en moyenne. Mais il y a des controverses, en gros, entre les sociologues et géographes qui vont dire c'est un effet aussi de politisation des jeunes générations, sensibilité à l'environnement, etc. Et d'autres qui disent non, quand on regarde vraiment finement, c'est plus des considérations économiques. Et en fait, ils ne le passent pas parce qu'ils le voudraient, mais parce qu'ils n'ont pas les sous pour le passer. Donc là, j'ai pas la réponse sur... c'est assez contrasté, on va dire, les avis des spécialistes sur est-ce que le fait qu'on le passe un peu plus tard, etc., est-ce que c'est lié un peu à un changement d'image de la voiture qui serait plus forcément la liberté, l'autonomie, mais quelque chose qui pollue, ou est-ce que c'est purement des contraintes économiques et de manque de ressources économiques auxquelles sont confrontés une partie des 18-25. Parce que le coût du permis, je crois, c'était calculé. Oui, allez-y, pardon. En fait, je voulais juste dire qu'il y a les mobilités subies et les mobilités choisies. Je pense que c'est ça que vous avez expliqué. Et clairement, monsieur, vous êtes dans une mobilité choisie, parce que votre métier, parce que voilà. Mais en effet, ce dont vous parliez, c'était toutes les mobilités subies, où les gens, en fait, n'ont pas le choix, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, peut-être pour que les gens aient plus de possibilités de choisir s'ils veulent être mobiles ou pas. En fait, c'est un peu ça. Tu en as vu sur Pôle emploi. Peut-être par rapport à l'évolution, on disait plus tard, quand je vois ma fille qui vient de son permis, le mythe, alors qu'elle fait des démarches, elle fait très attention à tout, l'écologie, mais la voiture, j'étais même marqué, il y a des jours où sa voiture était en panne. Voilà, elle en pleurait. Et je me dis, quel est le mythe d'une jeune fille de 18 ans entrant dans une vie active, voilà, de l'importance que pour elle, que je n'avais pas mesurée, parce que voilà, elle prenait les transports et tout ça. Et là, elle a réussi à s'émanciper. Oui, bien sûr. Alors que les mouvements, voilà. Bien sûr. Mais après, vous disiez que pour vous, la voiture était importante. Et monsieur en parlait en disant qu'il y a quand même une lignée. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on apporte quelque chose aussi à ses enfants. Donc si pour vous, la voiture est un symbole de liberté et de pouvoir faire ce que vous avez envie, je pense que pour votre fille de 18 ans, qui est en plus une femme, et qu'on a parlé de ses problèmes de genre, c'est un peu logique quelque part que ça soit qu'elle en pleure si elle est cassée. Oui, mais je l'avais plus vu, c'était ça, toujours on a... Oui, et puis il ne faut pas se cacher. La voiture, c'est un gain de temps. On n'est pas tributaire des autres, c'est important de Ou observation, remarque. Mais une petite question en fait qui vient peut-être vraiment pour pour parler. Il y a des perspectives. J'ai beaucoup été intéressée par l'évolution des représentations attachées à la mobilité parce qu'effectivement, jusque dans les années 2000 ou même un petit peu après, elle était positive. C'était, comme tu l'as expliqué, la liberté de choisir, de se déplacer. Et ça a été complètement drainé sur toutes les sphères de la vie familiale. Aujourd'hui, on parle de la démobilité. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette notion et si tu pouvais nous apporter un éclairage sur là où elle pouvait avoir du sens ou sur là où elle pouvait être plus compliquée à être mise en œuvre ou à donner un contenu. Cette question de la démobilité, elle va un peu aussi avec tout ce mouvement aussi de il faut ralentir. Enfin, on le voit dans slow food, cette idée que, pour des questions écologiques, mais pas seulement, parce que l'hypermobilité, c'est aussi psychiquement, c'est gérer différents lieux, différentes activités. C'est un coût aussi important physique et psychique, quoi. Donc ça va un peu ensemble. Après, de savoir si ce mouvement, il va, entre guillemets, prendre le dessus sur d'autres représentations associées à la mobilité.
Ça, je sais pas. Je sais que par exemple en Suède, ils travaillent beaucoup sur cette question parce que, en fait, en Suède, il y a vraiment cette tension très forte sur la mobilité, notamment sur la mobilité en avion. Parce que par exemple, c'était un géographe qui montrait ça sur les Suédois. Je crois que c'est les 18-25 Suédois, c'est à la fois ceux qui se déplacent le plus en avion, parce qu'ils sont très mobiles avec cette idée d'ouverture culturelle sur le reste du monde. Et à la fois, c'est eux, les 18-25 Suédois, qui ont la plus forte conscience écologique. Donc il y a vraiment cette tension, et donc sur lesquelles ils travaillent, en fait, les chercheurs là-bas, parce qu'ils ne le voient pas en termes d'hypocrisie. C'est pas, voilà, ils sont hypocrites, ils sont pour l'environnement, mais à côté, ils voyagent beaucoup. Mais on voit qu'il y a cette tension quand même qui se joue parce que, entre guillemets, tout, encore une fois, n'est pas à jeter dans la mobilité. Enfin, c'est pas ça que j'espère que j'ai pas donné cette impression. Quand je travaille sur les jeunes de quartier, il ne faut pas voir la mobilité de manière normative, il faut qu'ils se déplacent, etc. Mais la mobilité, c'est aussi voilà, découvrir le monde des adultes, découvrir d'autres univers. La mobilité du quotidien, c'est ça. Et puis la mobilité aussi pendant le week-end, les vacances, enfin voilà. Mais voilà, après, la question de savoir comment cette tension entre... chez les jeunes générations, préoccupation un peu environnementale, volonté de ralentir, mais tout en conservant cette ouverture, parce qu'en fait, ils ont été socialisés, ces jeunes-là, complètement différemment que nous. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, etc., l'ouverture au monde, quelque part, depuis leur plus jeune âge, elle est quand même un peu là. Enfin, cette idée qu'on peut voyager, Donc ça, je ne me risquerais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense qu'il y a une tension très forte. Il y aura peut-être même à un moment donné un choix à faire parce que les voitures vont devenir tellement chères. Parce que quand je vois le prix des véhicules électriques maintenant, alors qu'on va plutôt vers ce type de voiture, eh bien, quel est le jeune qui va commencer à travailler et qui va pouvoir s'acheter une voiture de 30 000 40 000 euros? C'est invraisemblable, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura certainement des choix qui seront des choix par obligation, soit reprendre une mobilette, soit reprendre le vélo, parce que c'est... Quand je vois cette flambée des prix des véhicules, à un moment donné... on peut peut-être arrêter sur cette considération, sur la tension qu'il va y avoir finalement entre l'envie et l'opportunité économique de réaliser ce qui sera nécessaire en matière d'environnement. Moi, je voulais remercier Nicolas Bolschein pour son intervention. Simplement, on peut dire combien elle est précieuse, cette intervention, parce que, notamment, il a suffisamment bien expliqué comment la question de la mobilité ne serait pas une question d'infrastructure. Et que finalement, la question des... C'est un peu la... Avant de donner la... Il y a ce mouvement quand même. Alors, simplement pour dire que la semaine de l'architecture se poursuit. Si demain soir vous voulez être mobile, vous pouvez franchir la Loire et aller au pied, à l'octroi, au pied de la tranchée. À l'octroi, il y a une exposition qui a été imaginée entre le CAE, le Polo et puis Eternal Network autour de la question du pavillon. Si vous ne savez pas quoi faire vendredi soir, vous pouvez aussi aller à l'île Bouchard et vous inscrire. Voilà. Je laisse la parole après à Laurence, qui reprécisera la nature de la soirée dont il est question. Ensuite, le samedi et le dimanche, vous avez des petits prospectus qui vous décriront ce qu'il sera possible de faire, notamment à Chinon, à Château-Renaud. Donc, autrement dit, une mobilité qui est à la fois sur le département, mais qui renvoie aussi à des pratiques très anciennes en littérature, celle de Pérec, sur des petits espaces. Et avant de remercier une nouvelle fois la laverie pour son accueil, je vais donner la parole à Laurence, qui elle-même a trois petites choses à dire sur ce qui a été organisé et ce qui s'organise ici. Alors, bonsoir. Ce qui est chouette actuellement, c'est que vous êtes venus pour la conférence et en même temps, il y a une exposition à voir sur le confinement, si vous ne l'avez pas déjà vu, enfin sur le post-confinement et peut-être sur le pré-reconfinement, je ne sais pas. Voilà, donc 3 photographes qui ont travaillé durant le confinement et qu'on a essayé de faire fonctionner ensemble. Et apparemment, ça ne fonctionne pas trop mal. Voilà, et autre chose, on a une expo qui va commencer vendredi prochain sur les maisons contemporaines
dessiné par Reynald Eugène, architecte, qui est là. Et voilà, donc cette expo présentera 20 maisons, 20 projets et 20 maisons réalisées en Touraine. Simplement en Touraine, voilà. Pas ailleurs. Donc, donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est jusqu'au mi-novembre tout ça. Donc vous avez le temps. Et vous consultez la page Facebook de la laverie, il y a toutes les infos si vous êtes sur Facebook. Merci. Merci.